Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial, l'Enterprise. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et, au mépris du danger, aller là où aucun homme n'est jamais allé. Mythique, ces mots sont ceux du capitaine James Tiberius Kirk, légendaire personnage de la tout aussi célèbre série des années 60, Star Trek. Révolution télévisuelle à plus d'un titre, Star Trek est surtout l'un des premiers programmes, quelques années après la quatrième dimension, à faire entrer l'univers infini de la science-fiction dans celui, encore très limité, du petit écran. Au-delà des audiences de l'époque, c'est surtout sa postérité qui fera de Star Trek l'une des plus grandes réussites du genre. Ainsi, ni les limitations techniques et budgétaires de l'époque, ni le jeu parfois approximatif de certains comédiens, n'empêcheront la série de faire tourner les imaginaires à plein régime. Les héritiers, que ce soit sur grand ou petit écran, sont innombrables, inventant et réinventant à volonté le mythe de l'exploration spatiale. Des générations entières grandiront avec cet imaginaire, où les navires, maîtres des océans, ont laissé place aux vaisseaux, maîtres des cieux galactiques, les épées aux sabres laser, les dragons aux monstres tentaculaires, et les filles en petite tenue non, ça va, on les a gardées. Perdu dans un flou bien entretenu entre science-fiction et fantasy, le space opéra n'a jamais eu de cesse de gagner en popularité, s'imposant comme un des genres les plus plébiscités au sein de cette étrange dimension que l'on appelle pop culture. On le retrouve ainsi au cinéma, à la télévision, en bande dessinée, littérature, comics, manga et animation. C'est d'ailleurs là que je l'ai pour ma part découvert pour la première fois, dans une série que je considère comme la matrice de mon imaginaire, j'ai nommé Albator. Adapté du célèbre manga de Leiji Matsumoto, l'anime de 1978 reste, encore aujourd'hui, que l'on soit connaisseur ou simple profane de l'animation japonaise, une œuvre absolument culte. Alors je vous laisse imaginer l'impact qu'elle a pu laisser sur le gamin de 6 ans que j'étais, lorsque je lançai pour la première fois le premier des 6 DVD d'un intégral que j'allais user jusqu'à plus soif. Les images que l'on voit enfant sont souvent celles dont l'impact sera le plus grand. À un âge où on apprend à peine à écrire, voir le château dans le ciel, plutôt que Garfield le film, a, j'en suis certain, un impact beaucoup plus grand que l'on ne pourrait se l'imaginer sur les jeunes esprits encore en pleine éclosion. Tout dans cette série m'a marqué, de la bêtise des gouvernants, incapables de comprendre la menace qui plane sur leur tête, des sylvidres, ennemis jurés d'Albator à la beauté de roses empoisonnées, des drames humains, peut-être un peu trop complexes pour l'enfant que j'étais alors, sans parler de la violence des derniers épisodes, qui ont suffisamment impacté mes mirettes pour que je m'en souvienne encore parfaitement aujourd'hui. Bref, tout était génial dans cette série, véritable rail de shoot pour mon précoce imaginaire, mais ce qui, rétrospectivement, a dû le plus me fasciner gamin, c'est le corsaire de l'espace lui-même. Au-delà de sa dégaine, de sa célèbre balafre et de l'arme la plus classe du monde, il avait surtout pour lui que dont les hommes de la Terre étaient privés, la liberté. Dans un monde où les nations n'existent plus, et où la planète tout entière se retrouve dirigée par un gouvernement mondial, l'espace devient le seul territoire de liberté, le dernier endroit où l'humanité qui en a décidé peut encore résister. Albator, c'est le gars qui a décidé de ne pas suivre les règles d'un monde devenu absurde. Il est son propre maître, considéré comme un criminel, certes, mais par des hommes corrompus par le pouvoir et l'apathie, faisant finalement de lui le plus juste d'entre tous. Renouons ainsi avec cette vieille tradition du récit de pirate, où les spectateurs ne sont jamais du côté prétendu de la justice, mais bel et bien de celui du fort bon, celui qui réveille en nous cette folle envie d'aller envoyer se faire foutre des règles, que l'on trouve de toute façon stupides, voire dictatoriales. Cette volonté de liberté imprègne l'ensemble de l'œuvre, y compris dans son rapport à la science-fiction, assez léger vis-à-vis de la véracité scientifique. Pour ceux en quête de réalisme, il faudra plutôt s'orienter vers la hard SF, avec le parangon du genre, 2001, l'Odyssée de l'espace, de Arthur C. Clarke et Stanley Kubrick. On se trouve ici, devant le film qui rendit concrète l'idée de la conquête spatiale. Même si, en Europe, Tintin était déjà passé par là, en anticipant de près de 2 décennies
le premier pas de l'homme sur la Lune. L'un des cas les plus célèbres, où la réalité, à force de progrès scientifiques, aura fini par rattraper la fiction. Et ce, justement, parce que la fiction avait, au préalable, tenté de coller au mieux à cette possible réalité. Il faut bien penser à ceci. Entre le premier satellite Spoutnik en 1957 et le célèbre alunissage d'Apollo 11, il ne se sera écoulé que seulement 12 ans. Dès lors, il est facile de comprendre la fascination d'une époque et la conviction d'un grand nombre d'esprits qu'avec la vitesse des progrès technologiques, l'humanité ne tarderait pas à coloniser bien au-delà des simples limites de notre stratosphère. D'ailleurs, le film de Kubrick ne s'appelait-il pas 2001 ? Alors certes, la réalité s'en rapproche, avec notamment la Station spatiale internationale ou l'exploration du sol martien, mais tout ceci reste bien limité face à ce qu'avaient pu nous promettre nombre d'esprits ayant tenté, il fut un temps, d'explorer notre futur. Par orgueil, la société s'était peut-être alors rêvée plus ambitieuse que sa réalité ne le permettait, imaginant un avenir fait de biodômes lunaires, de stations spatiales titanesques et de concepts encore plus fous, tels le célèbre cylindre de O'Neill. Aujourd'hui, à l'heure où nous semblons incapables de prévenir le désastre écologique qui nous attend, tel le mur sur lequel viendra se fracasser le train d'une société aveuglée par le culte de la croissance perpétuelle, la possibilité de coloniser durablement l'espace nous semble se rapprocher de plus en plus d'un rêve chimérique. Et quand bien même ce dernier se réaliserait-il, qu'il ne serait plus que celui d'une poignée de milliardaires, symbole d'une nouvelle techno-oligarchie au dessein orwellien. La promesse de pouvoir s'envoler un jour vers les étoiles semble s'être disloquée à la façon de la navette Challenger, tel Icare se brûlant les ailes de s'être approché trop près du soleil. On aurait dès lors pu penser que, de cette désillusion, le genre du space opéra allait péricliter, disparaissant de notre paysage culturel pour ne plus n'être qu'un lointain souvenir, à la façon de ces vieilles images de la propagande soviétique, ancienne utopie d'un futur qui n'est jamais advenu. Oui, mais voilà, il n'en fut rien. Si le budget de la NASA n'a eu de cesse de voir ses ambitions revues à la baisse, celui des films hollywoodiens ne s'est jamais arrêté de grimper vers les plus hauts sommets de l'indécence. Nombre de ces blockbusters, partis pour conquérir la planète, racontent ainsi des histoires se déroulant bien au-delà de celle-ci. Des films se voulant sérieux, comme Gravity, Interstellar ou Ad Astra, ou à l'inverse, des œuvres renouant clairement avec la SF décomplexée, où l'on retrouve les licences indéboulonnables que sont Star Trek et Star Wars. Mais pour moi, le meilleur exemple de saga de space opéra des années 2010, c'est le MCU de Disney Marvel. Une série qui aura ainsi évolué du classique film de super-héros avec Iron Man, pour finir par la grosse baston intersidérale qu'est Infinity War. Ainsi, si Thor, premier du nom, se déroulait en grande partie sur Terre, et faisait l'effort de faire intervenir des terriens dans son scénario, Thor Ragnarok assume pour sa part totalement son aspect de délire spatial à la Flash Gordon. Et vous savez quoi ? Eh bien je kiffe ça. Quand je regarde les Gardiens de la Galaxie ou Thor Ragnarok, je retrouve un peu de cette fibre de folie qui avait jadis éclairé les pages de Métal Hurlant. On a ici des auteurs qui ont grandi avec cette culture et qui décident de s'amuser avec, de nous la donner à voir sous un nouveau jour, de repousser sans cesse les possibilités d'univers semblant sans limite. C'est tout le propos de séries comme Space Dandy ou Rick and Morty, où l'on va s'amuser avec des idées de science-fiction jusqu'à l'absurde le plus total, et faire passer pour banal un monde pourtant extraordinaire. On peut ainsi facilement observer que les œuvres de science-fiction les plus populaires sont celles qui ne prennent pas complètement au sérieux le genre auquel elles se réfèrent. S'il y a bien sûr toujours des exceptions, force est de constater que des séries comme The Expanse ou Black Mirror ne profitent pas de la même effervescence populaire que des œuvres comme WandaVision ou The Mandalorian. La raison, elle est simple, le grand public a toujours préféré Star Wars à Star Trek. Les batailles spatiales aux discussions entre ambassadeurs, la simple opposition du bien contre le mal, plutôt que la complexité de relations politico-économiques entre fédérations, Klingons et Romuliens. On oppose d'ailleurs souvent les deux, sous-entendant que les fans de l'un ne pourraient pas être fans de l'autre.
Moi, j'ai ma théorie. Je pense qu'il existe deux écoles de fans. Les premiers seraient ceux qui aiment Star Wars mais pas Star Trek. Et les seconds, eh bien ceux qui aiment les deux. En effet, je ne pense pas qu'un fan de Star Trek ne puisse pas aimer Star Wars. Moi-même fan du premier, j'adore l'univers du second. En revanche, un fan de Star Wars n'aimera pas forcément Star Trek. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Star Trek est davantage de la science-fiction que Star Wars, et que plus une œuvre contient des éléments de SF, moins cette œuvre s'avérera grand public. Car si beaucoup de gens prétendent aimer la SF, ils pensent plus souvent à Terminator et Retour vers le futur qu'à Asimov ou Philippe K. Dick. Et ce, pour la simple raison que la pop culture a depuis longtemps digéré la science-fiction. Un genre qui a petit à petit, de la même façon que le fantastique ou la fantasy, quitté le cercle d'initiés où il était jusque-là retenu, pour infuser lentement dans notre inconscient et imaginaire collectif. C'est là tout le paradoxe du film se déroulant dans l'espace. Là où il serait censé nous présenter une vision futuriste dépliante, on se retrouve devant des univers qui nous sont familiers. Les vaisseaux spatiaux, les aliens et les armes capables de détruire une planète entière, tout ça, eh bien cela fait au moins 40 ans qu'on le connaît. Le Valérian de Luc Besson, aussi beau et cher soit-il, n'a pas apporté l'émerveillement qu'il aurait dû, précisément pour cette raison. Il arrive, après un demi-siècle d'œuvres pop culturelles, ayant allègrement puisé dans la bande dessinée que le film adapte. Tout ceci nous semble alors familier, ce qui peut être agréable pour le spectateur, mais interdit au film de pouvoir bouleverser l'industrie. Il n'est plus qu'un film se déroulant dans l'espace, parmi tant d'autres. C'est d'ailleurs là tout le problème de ce genre d'histoire. Comment émerveiller le spectateur quand l'un des principaux atouts dont vous disposez est le gigantisme et le fait de toujours repousser les limites. Les suites de Star Wars l'ont parfaitement démontré, toutes les armes qui ont suivi l'étoile de la mort n'en étaient que de pâles copies. Comment faire plus efficace que le TARDIS, un vaisseau de la taille d'une cabine téléphonique, mais capable de voyager dans le temps et l'espace? Comment être encore charmé par les décors du Mandalorian, quand on sait qu'il ne s'agit plus en réalité que d'un écran géant? N'a-t-on pas fait le tour complet de ces imaginaires, à une heure où Disney a définitivement décidé d'exploiter le filon jusqu'à son tarissement le plus total? Si on y regarde de plus près, les trois plus grandes franchises actuelles du genre sont toutes les trois clairement tournées vers la nostalgie, passant d'un genre censé interroger le spectateur sur l'avenir, à des univers l'invitant à se réfugier dans un cocon protecteur, l'aidant à oublier le monde dans lequel il vit. Alors, oui, sauf que non. D'abord parce que l'évasion, c'est déjà ce qu'offrait Star Wars à sa sortie en 1977, et bien avant lui, les pulps dont il est issu. À l'époque de Jules Verne et H.G. Wells, cela faisait déjà partie de l'ADN du genre. La différence, c'est que quand un lecteur du XIXe siècle découvrait les habitants de la Lune dans divers livres d'anticipation de l'époque, une partie de lui était vraiment émerveillée, car elle se disait « c'est possible ». Même chose pour le spectateur des années 60, découvrant l'univers utopique de Star Trek. La série de l'époque, on pouvait y croire, cela semblait possible. Le reboot de 2009, c'est clairement un film nostalgique, nous présentant non pas un futur possible, mais un univers purement et complètement fictif. Comme le disait si bien Arthur C. Clarke, la science-fiction est quelque chose qui pourrait se produire, et la plupart du temps, vous n'en auriez pas envie. La fantaisie est quelque chose qui ne pourrait pas se produire, alors que vous aimeriez souvent que cela arrive. C'est pour cette raison que les Fils de l'Homme, l'Armée des 12 singes et même Mad Max, malgré toute la folie ambiante, nous présentent des futurs qui nous semblent plus vraisemblables que celui de Star Trek. Ces univers sont-ils ainsi condamnés à n'être que des futurs avortés, des visions impossibles? Tant que nous n'aurons pas trouvé le secret pour dépasser la vitesse de la lumière pour faire des sauts dans l'hyperespace, j'ai bien peur que oui. Et en conclusion, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Albator, Star Trek, Gundam, plus le temps passe et plus j'aime ces univers. M'y plonger, les explorer et m'y perdre. Ces univers existent bel et bien. Ils ne sont probablement pas là-haut, quelque part, dans un futur possible, mais dans un endroit tout aussi extraordinaire, celui de notre imaginaire. Et ça, en soi, je trouve déjà cela formidable. L'humanité a réussi à créer, à partir de simples points blancs brillants dans le ciel nocturne,
de gigantesques univers, aux histoires foisonnantes et aux personnages fascinants. Je n'irai probablement jamais sur Mars, mais grâce à ces œuvres, mon esprit, lui, a pu aller beaucoup plus loin. Imaginaire, frontière de l'infini vers laquelle nous voyageons, aux confins des possibles. Notre mission, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles histoires à transmettre, d'autres mondes à façonner, et, au mépris de la réalité qui nous rappelle sans cesse vers elle, aller là où aucun esprit humain n'est jamais allé. Welcome to the Head Museum. I'm Leonard Nimoy. Spock? Hey, do the thing. I don't do that anymore.